et à tous et bienvenue à ce nouveau cours de la MP2C, l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales. Ce cours sera dédié au rétrécissement aortique congénitaux, un thème d'une importance capitale. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Mohsin Abidallah, qui est chirurgien cardiovasculaire à Casablanca, pour débattre et discuter de ce sujet. Si Mohsin, bonjour. Bonjour, c'est Saïd, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est très intéressant ces webinaires et de cours pour lesquels j'ai assisté à quelques-uns, donc qui sont très intéressants. Bon, je dis Tabarakallah alaikum et on commence. Ce thème qui est très très intéressant, les rétrécissements aortiques sous-valvulaires, valvulaires et sus-valvulaires. C'est un thème qui est très très intéressant, d'autant plus que la prise en charge elle est très particulière, surtout chez l'enfant. Allez-y, Merci Inch'Allah. beaucoup, professeur Abidallah. Donc, on va commencer. Juste avant de commencer, je vous signale qu'il est possible de poser vos questions sur le chat. Et donc, on va essayer de répondre à toutes les questions qui seront posées. Et voilà, je vous rappelle qu'on va faire le cours. Ça va être un cours le plus pratique possible dans un premier temps pour une durée d'une demi-heure, et puis il sera suivi par des cas cliniques très intéressants que vous allez voir sur les rétrécissements aortiques congénitaux. Donc, sans trop tarder, je vais commencer. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu ma présentation. Alors, les rétrécissements aortiques congénitaux, ils peuvent être valvulaires, sous-valvulaires ou susvalvulaires, et il peut y avoir des associations, donc de deux ou trois de ces sténoses. Et d'emblée, je vous dis qu'on va consacrer ce chapitre essentiellement aux lésions qui obstruent le ventricule, qui est morphologiquement gauche, et dans le cas d'une concordance auriculoventriculaire, parce que dans le cas des discordances, c'est un autre sujet, hein. Donc, ça constitue 5% des cardiopathies congénitales. Juste un petit rappel concernant la racine de l'aorte, c'est très important parce qu'on va parler de ça tout au long de cette présentation. Vous savez qu'il y a un anneau basal virtuel, d'accord, entre le ventricule et la racine de l'aorte. Il y a une jonction sinotubulaire qui sépare la racine de l'aorte tubulaire. Il y a les sinus de Valsalva. Il y a les triangles interfeuillés. Et il y a cet anneau qui est entre le ventricule et l'aorte, et vous voyez qu'il n'est pas un petit peu dans le même plan que l'anneau virtuel qu'on mesure habituellement. Et du coup, il y a une partie qui est là, entre l'anneau virtuel et l'anneau inter-aortoventriculaire, et qui peut être, c'est du muscle ventriculaire qui remonte jusqu'ici, mais qui ne fait pas le tour de tout l'anneau aortique. Alors, pardon, euh, les sténoses, on va commencer par les sténoses valvulaires, et puis on va enchaîner avec les sténoses susvalvulaires. Et les sténoses sous-valvulaires, je pense que c'est plus didactique et vous allez retenir un peu mieux. Alors, voilà à quoi ressemble un rafet qui est complètement fermé. Un autre rafet, donc il n'y a pas d'apposition entre les feuillets. Et là, vous voyez qu'il y a une zone d'apposition normale. Voilà, quand on ouvre un petit peu cette racine de l'aorte, à quoi ressemble un rafet. Donc, il y a une soudure de la commissure partiellement. Donc, il y a juste une partie du triangle interleaflet qui persiste. Et quand vous avez donc une véritable commissure et une ouverture interleaflet, donc ça ressemble un petit peu à ça. Alors, les sténoses aortiques valvulaires, donc ça représente 75% des cas, ce sont les plus fréquentes. Donc, ça peut correspondre à une uni, bi ou tricuspide. Et plutôt actuellement, on va parler plutôt d'une valve qui est unifoliée, bifoliée ou trifoliée, comme ce qu'on parlait un petit peu de la valve mitrale. Quand il y avait la fente, elle était trifoliée. Donc là, on va parler aussi d'une valve qui est unifoliée, bifoliée ou trifoliée. Donc, donc ça constitue 20-30% des turneurs. Des Lois Dietz aussi. Donc, il y a des mutations génétiques, notamment le Notch1. Les garçons sont plus touchés que les filles. Et on peut avoir une récurrence familiale, et j'insiste beaucoup sur cette récurrence familiale,
Parce que quand vous avez un membre de la famille qui naît avec une sténose aortique et une bicuspidie, il faut faire attention à la descendance qui va venir par la suite parce qu'il y a un risque de récurrence de 5 à 24% et surtout un risque d'avoir des enfants par la suite qui vont avoir un syndrome d'hypoplasie du cœur gauche qui est une malformation extrêmement complexe et qui parfois est difficile à gérer et qu'on peut être amené à interrompre la grossesse. La bicuspidie aortique, c'est une anomalie génétique à transmission autosomique dominante. C'est la première cause de cardiopathie congénitale et la prédominance masculine. On voit souvent une association avec le syndrome de Turner. Et puis, on peut avoir des formes familiales. Donc, on en a vu avec une mutation du gène Notch1. Alors, les différents types de bicuspidie, c'est assez simple, pardon. Vous avez la vraie bicuspidie sans aucun raphé, c'est le type 0. Et on peut avoir dans ce cas soit un type 0 latéro-latéral ou bien antéro-postérieur comme ici. Et puis, il y a les bicuspidies qu'on voit le plus souvent, qui sont les plus fréquentes, 88% des cas. Donc, la plus fréquente ici, vous avez un raphé entre le sinus coronarien droit et gauche. Vous avez ici entre le right-left, donc c'est le plus fréquent, entre la droite et la gauche. Vous avez ici entre la droite et le sinus non coronarien. Et vous avez ici entre le sinus non coronarien et la coronaire gauche qui sont les moins fréquents. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie tout simplement que lorsque vous avez une unicuspidie, souvent c'est des nouveau-nés et ça peut être à l'origine de ce qu'on appelle des sténoses aortiques critiques du nouveau-né qui peuvent emporter le nouveau-né quand on ne fait rien du tout. Et puis, par exemple, si vous avez une non-coronarienne avec la droite, un type 1, donc on sait que ce sont des formes qui évoluent rapidement. Ils peuvent avoir une évolutive rapide vers la sténose ou vers la fuite. Et puis, quand vous avez la forme right-left, donc qui est la plus fréquente, donc ça, on peut voir des associations avec la coarctation par exemple. Voilà quelques exemples que je voulais vous montrer. Et là, vous avez un type 1 non coronarien. Ici, vous avez le sinus non coronarien. Ici, vous avez le sinus droit. Et vous avez le raphé qui existe entre ces deux sinus. Donc, vous voyez très bien que c'est une forme. Si j'arrête, voilà. Donc, vous voyez le raphé qui est à ce niveau-là. Donc ici, vous avez une forme entre la coronaire droite, le sinus coronaire droit et le sinus coronaire gauche. Et vous avez une bicuspidie donc, de type 1 avec un raphé qui est à ce niveau-là. Donc ici, la même chose, un autre cas avec une bicuspidie de type 1, right-left. Ici, vous avez une véritable unicuspidie avec deux raphés. Et donc, on a une monocuspe, elle est pratiquement unifoliée. C'est surtout chez les nouveau-nés. Là, vous avez une valve qui est très cuspide, mais vous voyez très très bien que les feuillets sont très épaissis et ils sont dysplasiques. Donc ça aussi, ça fait partie des sténoses aortiques congénitales. Alors les lésions qui sont associées, il faut les connaître, c'est très important parce que quand vous faites votre écho, il faut absolument les chercher. Une coarctation de l'aorte, une interruption de l'arche aortique, une persistance canal artérielle, une CIV, un rétrécissement aortique toujours sus ou sous-valvulaire associé et des anomalies coronaires, c'est tout à fait possible. Alors, je passe très rapidement sur la physiopathologie que vous connaissez très très bien. Une fois que vous avez une sténose aortique significative, c'est-à-dire serrée, vous allez avoir un remodelage concentrique et une hypertrophie du ventricule gauche qui va essayer de maintenir un bon débit cardiaque à travers cette sténose. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Et puis, bien entendu, si on fait rien du tout, il y a de l'ischémie myocardique, il y a de la fibrose, il y a de la dysfonction diastolique, puis systolique, et puis c'est la dilatation du ventricule gauche, après qu'il n'y avait pas de dilatation. Donc il y a de la dilatation et l'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche, et bien sûr c'est l'insuffisance cardiaque indiscutablement. Alors sur le plan clinique, je vais insister sur deux choses. La forme du nouveau-né, parce qu'on n'est pas pardonné si on passe à côté, hein. Donc il faut palper les poux, et vous allez trouver soit une absence de poux, soit
des peaux qui sont très faibles. Parfois, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont en état de choc cardiogénique et donc il faut faire très très attention. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est le trill suprasternal. Il suffit de mettre le doigt en suprasternal comme ça et vous allez voir un trill. C'est très très suggestif de la sténose aortique, mais pas que valvulaire, hein. OK? Et il y a bien sûr le CG qui peut montrer de l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais qui peut être normal aussi, qui peut montrer des troubles de la repolarisation. Et puis chez le nouveau-né, quand vous faites une radio, vous allez trouver une cardiomégalie et avec une surcharge. Et puis chez les patients qui sont d'un certain âge, qui sont âgés, on va trouver une dilatation de l'aorte et des calcifications. Alors l'échographie sur laquelle je vais insister un petit peu, c'est l'examen clé qui permet le diagnostic et qui permet d'envoyer le patient chez le chirurgien avec beaucoup de certitude et beaucoup d'assurance. Alors, on va voir la morphologie de la valve, les feuillets, est-ce qu'elle est bicuspide, uni, tricuspide, quadricuspide, etc. Le nombre de feuillets, leur zone d'apposition, la chambre de chasse, l'anneau aortique, le sinus de Valsalva, la jonction sinotubulaire, l'aorte. Si vous faites un compte-rendu d'échographie d'une sténose aortique valvulaire et vous ne mentionnez pas les mesures au niveau de la racine de l'aorte, du sinus de Valsalva, de la jonction et de l'aorte tubulaire, donc c'est pas très complet. Donc, le degré de sténose, bien sûr, avec le gradient max, le gradient moyen et la surface aortique, mais on le fait rarement chez les enfants. En cas de dysfonction VG, on va utiliser essentiellement le gradient moyen, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dysfonction ventriculaire. Je vais vous montrer des cas de véritable dysfonction de ventriculaire gauche qui sont secondaires à la sténose. Et bien sûr, à chaque fois qu'on peut le faire, il faut s'aider de l'ETO. Donc, on a une meilleure idée sur l'anneau, sur les feuillets, sur les commissures, sur l'aorte ascendante et la racine de l'aorte. Et l'écho droit 3D peut aussi apporter un plus indéniable. Alors, je voulais vous montrer cette image qui est très importante pour les gens qui font de la cardiologie pédiatrique. Dès qu'on pose la sonde et on se met en long axe comme ça et on regarde cet aspect de la valve comme ça qui n'est pas habituel, il faut penser à la bicuspide aortique. C'est très très important. Donc je voulais vous le montrer parce que en 5 secondes, 10 secondes, vous allez suspecter la bicuspide. Sinon, vous allez passer à côté. Alors, la sévérité, pardon. La sévérité, ce sont des choses que vous connaissez. Un gradient moyen, moins de 20. Entre 20 et 40, c'est modéré. Et au-delà de 40, c'est une sténose qui est serrée. L'IRM, on la demande exceptionnellement pour le diagnostic de sténose aortique valvulaire. On est bien dans la sténose valvulaire. Bon, s'il y a des difficultés de l'écho, si on veut connaître le niveau d'obstruction exact, le mécanisme, la dimension de la l'aorte, l'insuffisance articulaire associée, on peut la quantifier avec l'IRM. Et si on va savoir s'il y a de la fibrose myocardique chez les patients qui sont d'un certain âge, avec un rétrécissement aortique qui vieillit, de la dysfonction VG, on veut savoir s'il y a de la fibrose, c'est tout à fait possible. Alors le test d'effort cardio-pulmonaire, c'est intéressant. Ça s'adresse essentiellement aux enfants au-delà de 7-8 ans, les adolescents. C'est à la recherche, bien sûr, d'une ischémie myocardique, de la chute de la pression artérielle, pardon, les arythmies, l'évaluation et la stratification du risque des patients asymptomatiques et sévères. Vous avez une sténose qui est sévère et elle est asymptomatique. Vous voulez savoir est-ce qu'elle est vraiment asymptomatique ou pas? Ça peut être intéressant de faire un test d'effort cardio-pulmonaire. Et lorsque le patient vous demande, docteur, est-ce que je peux faire du sport? Ça aussi, ça peut être intéressant de faire un test d'effort. Le cathétérisme diagnostique est exceptionnellement demandé, c'est surtout le cathétérisme interventionnel. Et je vais vous montrer un cas de cathétérisme interventionnel qu'on a fait et qui peut être extrêmement d'une utilité importante pour le traitement de ces patients. Alors, quelles sont les complications d'un rétrécissement aortique valvulaire, je dis bien? Les sténoses critiques, si on ne fait rien du tout, ils vont mourir. C'est un pronostic qui est très, très grave. Alors, souvent les patients qui sont asymptomatiques, ils restent asymptomatiques pendant longtemps. C'est une évolution naturelle de la sténose aortique congénitale valvulaire. Et parfois, on peut avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque, la mort subite. Les calcifications, ils vont survenir vers 40 ans, 50 ans. On peut avoir de l'endocardique, bien entendu, si on ne fait pas de la prévention des abcès annulaires,
et il y a ce risque de mort subite qui peut exister chez des patients. Là, c'est un cas d'endocardite bactérienne qu'on avait et avec un abcès de l'anneau antérieur. Et donc, il a été opéré et il va très bien. Donc, ici, on a des calcifications de la valve. Ce sont des sujets âgés que j'ai eu à voir. Et vous voyez ici un patient qui est d'un certain âge. Je crois que je vais vous montrer son cas. Et avec une dysfonction sévère de son ventricule gauche. Et vous voyez ici une sténose valvulaire, mais qui est associée à une sténose sous-valvulaire. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut systématiquement rechercher des lésions associées. Là, vous avez une valve, j'avoue que c'est très difficile de dire est-ce qu'il y a une bicuspidie ou pas. Donc, c'est le chirurgien qui nous l'a dit par la suite. Et ici, il y a des calcifications commissurales sur une bicuspidie de type 0, une vraie bicuspidie. Et vous avez ici des calcifications chez un patient adulte. Alors, il faut toujours s'intéresser à l'aorte. C'est une véritable aortopathie. Il y a longtemps, on parlait de dilatation post-sténotique. Mais actuellement, il ne faut plus utiliser ce terme. On utilise plutôt une aortopathie, une véritable dilatation pathologique de l'aorte, parce qu'il y a une véritable atteinte structurelle de la paroi de l'aorte. Et ça peut se voir dans 60% des bicuspidies. L'intérêt de l'ETO de l'IRM, il n'y a aucune corrélation entre la sévérité de la sténose et la dilatation de l'aorte. On peut avoir des sténoses qui ne sont pas serrées, mais avec une dilatation de l'aorte qui est significative. C'est une véritable anomalie de la structure et le risque de dissection, de rupture de l'aorte est 9 fois plus élevé que dans la population générale, surtout quand ce diamètre dépasse 45 mm. Alors, est-ce que les sténoses aortiques peuvent tomber enceintes? Il y a un risque quand même d'insuffisance cardiaque lorsque la sténose est très serrée, d'insuffisance cardiaque, d'arythmie, d'angine de poitrine si le rétrécissement est serré, un risque d'avortement. Si l'aorte dépasse 50 mm, il faut contre-indiquer la grossesse parce qu'il y a un risque de dissection en pleine grossesse. Si vous avez maintenant la patiente qui se présente devant vous avec une grossesse et un rétrécissement serré, donc, il faut une surveillance étroite, éviter les vasodilatateurs, l'hypovolémie, utiliser plutôt une césarienne si l'indication obstétricale ou intolérance hémodynamique. Alors, parfois, nécessité de dilatation par ballon ou chirurgie au cours de la grossesse, on peut le faire. Et s'il y a une dissection, à ce moment-là, on les opère en pleine grossesse. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire du sport? Ça, c'est des questions qui peuvent euh, revenir assez souvent. Regardez, si vous avez un patient qui est asymptomatique, qui a une aorte à moins de 40, qui a un gradient max qui est à moins de 20, qui a une insuffisance aortique minime, qui a un diamètre diastolique du VG à moins de 60, vous pouvez lui autoriser tous les sports, il n'y a pas de souci. Donc, il faut indexer les valeurs avec la surface corporelle et il faut savoir que on peut avoir, s'il y a une progression de plus de 5 mm de l'aorte par an, donc ça veut dire que ce sont des progressions rapides, à ce moment-là, on peut être amené à les opérer. Alors, comment les gérer ces sténoses valvulaires? On est toujours dans les sténoses valvulaires. Ça dépend de leur âge, de la sévérité, de la présence de symptômes, de lésions associées. Chez l'adulte, soit qu'on va faire un remplacement valvulaire aortique, soit on va proposer une intervention de Ross. Ça, il faut savoir que les chirurgiens commencent à réfléchir un petit peu ça. On réservait les Ross essentiellement aux grands enfants, adolescents. Mais il faut savoir que même chez un adulte, on peut proposer le ROS. Pourquoi? Parce qu'il y a cette alternative. Une fois la valve, l'homogreffe ou en position pulmonaire, elle sténose ou elle devient malade, on peut la remplacer par voie percutanée. Et cette nouvelle possibilité, donc, même chez l'adulte, on peut y penser et bien sûr, c'est des hard teams, c'est des discussions en staff pour voir quelle est la meilleure solution. Chez un grand enfant, on peut utiliser la chirurgie ou le ballon. Donc, quand le gradient max est au-delà de 60, quand la surface aortique est inférieure à 0,5 cm² par mètre carré, quand l'épreuve d'effort est positive, et entre un gradient max de 50 et 70, si le patient veut faire du sport, à ce moment-là, on peut être amené à intervenir chez ces patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait en période néonatale pour ces sténoses critiques?
Parce que ça, c'est très simple et parfois on a de très très bons résultats. Alors, ce sont des malades qui sont en acidose, en état de choc cardiogénique, avec de l'hypotension. Il faut éliminer une hypoplasie du cœur gauche. Et puis là, il y a le choix entre la valvulotomie chirurgicale et la dilatation par ballon. D'accord? Et ça dépend de l'expertise des équipes, de la disponibilité, de la faisabilité, de l'état du patient. Bien sûr, ça se discute en staff. Et la question à laquelle il faut répondre, est-ce que cet enfant, ce nouveau-né, est-ce qu'il est candidat à une réparation unie ou biventriculaire? Ça aussi, c'est très important. Il faut étudier bien le ventricule gauche, sa longueur. Est-ce qu'il y a de la fibrose, fibroélastose endomyocardique, le petit diamètre de l'aorte, l'anneau mitral, la dysfonction du VG? Donc tout ça, ça rentre en ligne de discussion. Alors, Langor et la 5. Alors, j'ai oublié une diapositive, c'est juste pour vous dire que, bien entendu, ces enfants-là, pardon, ces nouveau-nés qui naissent avec une sténose aortique critique, il faut absolument les mettre sous prostine. Ça permet de garder le canal ouvert et ça permet d'avoir un bon débit et de le préserver jusqu'à la chirurgie ou bien la dilatation par ballon. Ça permet de les opérer, de les dilater dans de bonnes conditions. D'ailleurs, parmi les critères et les facteurs de mauvais pronostic de ces patients-là, c'est les patients qui n'ont pas été mis sous prostine. Alors, chez le grand enfant, on va opérer quand il y a de l'angor, de la syncope, de l'hypertrophie ventriculaire gauche, un sous-décalage ST, quand il y a un gradient moyen inférieur, même lorsque le gradient moyen est inférieur à 50. Alors, valvuloplastie par ballon, 2-3% de mortalité, souvent une insuffisance aortique résiduelle légère. Insuffisance aortique sévère se voit dans 10% des cas quand même. Donc, il faut que ça soit fait par des gens qui savent le faire, qui ont de l'expérience de la dilatation de la valve aortique et de la bicuspidie. Et la rosténose, bien sûr, alors, dernière diapositive concernant la sténose valvulaire et sa prise en charge, c'est est-ce qu'on peut proposer un TAVI pour les bicuspidies? Oui, il y a des études qui ont montré un bénéfice à les traiter, mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, avec les dernières recommandations qui sont tombées il y a quelques semaines, donc les gens qui ont une bicuspidie de la valve aortique, c'est beaucoup plus des candidats à la chirurgie, beaucoup plus qu'au TAVI. Alors, quand est-ce qu'il faut opérer l'aorte aussi? Au-delà de 55 mm, au-delà de 50, quand il y a une coarctation, hypertension artérielle, antécédents familiaux, de dissection, une progression rapide. Au-delà de 45, s'il y a une chirurgie de la valve qui est indiquée, bien sûr, on va profiter pour opérer l'aorte aussi. Alors, un petit mot sur les sténoses susvalvulaires. Alors, c'est pas très fréquent. Ça peut être familial, ça peut être une anomalie, ça peut être associé à une anomalie du métabolisme du calcium. 70% des Williams-Börren ont une sténose susvalvulaire. On va avoir des artères coronaires dilatées parce que la sténose, elle est en aval des orifices des ostia coronaires. Et donc, très souvent, les coronaires sont dilatés. L'aorte distale est dilatée et anormale. 30% de cas de striction étendue. On peut avoir des sténoses qui vont de la jonction sinotubulaire jusqu'au TABC, c'est tout à fait possible. Et chose importante et qui a été un petit peu étudiée et démontrée, c'est qu'il s'agit en fait d'une véritable artériopathie diffuse qui peut intéresser les artères systémiques un petit peu partout, telles que les coronaires, les artères rénales, etc., les carotides, mais ça peut intéresser aussi les artères pulmonaires. Alors, il y a une adhésion des feuillets au niveau de la jonction sinotubulaire. Ce sont des patients, j'ai dit, ils ont une véritable artériopathie, donc ils vont avoir de l'athérosclérose précoce. On peut avoir des anomalies mitrales et aortiques, de l'insuffisance coronaire. On peut avoir de l'hypertension artérielle au membre supérieur droit. Donc, une asymétrie tensionnelle. Quand vous avez une asymétrie tensionnelle, comme la coarctation de l'aorte, il faut penser aussi à ces sténoses susvalvulaires qui sont étendues jusqu'au TABC. C'est tout à fait possible, il y a le risque de mort subite. Alors, pour la clinique, c'est essentiellement la dyspnée hein, et l'hypercalcémie donc qu'il faut essayer de rechercher. Et l'hypertension artérielle. Alors, l'écho, encore une fois, c'est l'examen clé
du diagnostic de la sténose susvalvulaire. On peut s'aider du scanner, c'est intéressant, de l'angio-IRM aussi, et exceptionnellement du cathétérisme avec une courbe de retrait pour évaluer le degré de sténose. Ça peut être intéressant. Mais on le fait très rarement, le cathétérisme. Par contre, l'angio-scanner et l'IRM, on peut être amené à le demander. Vous voyez ici la valve aortique, les sinus de valsalva, la jonction sinotubulaire, et vous voyez ici une sténose susvalvulaire qu'on voit ici, qui est distance de 11 mm par rapport à la base, à l'anneau aortique. Pardon. Et vous voyez ici, donc ici, la sténose, et vous voyez que l'aliasing, il commence au-dessus de l'anneau aortique. Et ici, donc ici, on voit très très bien ces sténoses. Quand on ne fait pas attention, hein, donc vous voyez ici qu'il n'y a pas de sténose sous-valvulaire, pas de sténose valvulaire, la valve s'ouvre très très bien, mais vous voyez ici qu'il y a une sténose manifeste en sus valvulaire. Alors ça, c'est le scanner avec lequel on peut s'aider pour voir des sténosus valvulaires, ça peut être intéressant. Et vous voyez ici le cathétérisme ou l'angiographie, on peut voir cette sténose susvalvulaire, ça peut être intéressant. C'est rare où on le demande, mais on peut être amené à le demander parfois. Et ici, au passage, on voit bien entendu euh, une anomalie de la coronaire à ce niveau-là. Bien, qu'en est-il du traitement des sténoses valvulaires? Ben, c'est la chirurgie. Donc, ça intéresse essentiellement les sténoses modérées et sévères avec une mauvaise tolérance à l'effort, d'accord? Ou bien une insuffisance aortique progressive, de l'ischémie myocardique, de la dysfonction VG. Ça, ce sont des candidats. Les gens qui sont asymptomatiques avec gradient au-delà de 40 pour éviter les complications. Et la chirurgie, bien entendu, c'est le traitement clé des sténoses susvalvulaires. Les sténoses sous-valvulaires, très rapidement, 15% des obstructions de la voie gauche, de très rares cas familiaux, et on peut avoir des lésions associées, comme vous le voyez, surtout dans le cadre d'un syndrome de Shawn, avec des sténoses mitrales, avec des sténoses aortiques valvulaires, avec de la coarctation de l'aorte. C'est tout à fait possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une grande discussion. Est-ce que la sténose aortique sous-valvulaire est une maladie congénitale ou elle est acquise? Il faut savoir qu'on a rencontré tous dans nos pratiques des cas où on a vu des sténoses sous-valvulaires apparaître après une chirurgie au cours de l'évolution d'une autre cardiopathie qui a été opérée par exemple. C'est tout à fait possible. Et cette sténose sous-valvulaire, elle peut correspondre à des attaches anormales de l'appareil mitral ou de l'appareil sous-valvulaire mitral, du tissu accessoire, et ça peut être aussi des bandelettes musculaires anormales. On va voir quelques cas. Donc, il faut analyser cette voie de chasse gauche de façon très, très minutieuse pour voir est-ce qu'il y a une membrane, est-ce qu'il y a un tunnel, est-ce qu'il y a une bandelette musculaire, est-ce qu'il y a un cordage qui s'insère mal, est-ce qu'il y a une anomalie de la valve mitrale. Tout ça, c'est important. Est-ce qu'il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche? Tout ça, c'est important pour présenter le cas de la meilleure façon au chirurgien. Comme ça, il saura quoi faire. Mais ce qui est le plus fréquent, ce sont les membranes et les diaphragmes sous-aortiques, maladie acquise, récurrente, parfois étendue en tunnel. Alors l'écho, c'est l'examen clé. On peut s'aider aussi du 3D, c'est très important. Et vous voyez ici un cas d'une membrane sous-valvulaire aortique avec de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a de la surcharge barométrique du ventricule gauche. Un autre cas de cette sténose sous-valvulaire. Ici, on voit un autre cas. Alors ici, il se peut que ça soit une membrane qui est fibro-musculaire. Donc, parfois, on peut faire la différence à l'écho entre une membrane qui est juste fibreuse ou bien fibromusculaire lorsqu'elle est épaisse. Et là, vous voyez un petit peu que l'aliasing il commence bien en dessous de la valve, et donc ça confirme la sténose sous-valvulaire. Encore une fois, une autre membrane. Je voulais insister sur un certain nombre de membranes sur lesquelles on peut passer
on peut passer sans faire le diagnostic. Ce sont des membranes qui sont vraiment accolées au feuillet de la valve aortique, au feuillet antérodroit de la valve aortique. Et parfois, on peut ne pas les voir. Et donc, il faut faire très attention. Il faut multiplier les coupes, les incidences. Là, vous voyez un petit peu cet aspect de membrane, de diaphragme qui prend naissance au niveau du corps de la valve, de la grande valve mitrale. Et vous voyez ici le même cas en petit axe. Donc ça, c'est pas la valve, d'accord? Je suis en dessous de la valve. On voit qu'il y a un véritable diaphragme qui est fibromusculaire. Ce patient a été opéré et bien sûr, il va très bien. Donc là, on coupe 5 cavités aussi. C'est intéressant de voir les membranes sous-valvulaires. D'accord? Par la même occasion, on analyse l'hypertrophie ventriculaire gauche, la cinétique, on analyse l'ouverture des feuillets, la racine de l'aorte ascendante. Tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut ressortir dans les comptes rendus. C'est important. Donc là, je crois qu'on est voilà, en face très probablement d'un diaphragme. Vous voyez, il est très épais. Donc, il est circonférentiel et très épais. Là, c'est l'analyse un petit peu. Là, on est devant une véritable bandelette musculaire, d'accord, très épaisse, donc un cordage très très épais, très très épais, et qui est inséré sur le versant ventriculaire du feuillet antérieur de la valve mitrale et qui fait obstruction en systole. Alors, le traitement, il est chirurgical. Les patients qui sont symptomatiques avec une dysfonction, il faut les opérer. Les patients asymptomatiques, il faut choisir le bon timing. Alors, c'est quoi les patients qu'on va opérer qui sont asymptomatiques? Euh, euh, C'est-à-dire lorsqu'on a un gradient au-delà de 50 mm de mercure, gradient moyen au-delà de 30, euh, sténose aortique peut serrer avec une insuffisance aortique qu'on voit progressive. Donc c'est surtout ce caractère progressif, j'insiste beaucoup. Vous avez une membrane sous-valvulaire et vous avez une IA que vous voyez évoluer, surtout chez les petits enfants. Il faut pas trop tarder pour ne pas abîmer trop la valve mitrale. Les patients asymptomatiques avec un tunnel, un gradiomax au-delà de 60, c'est bien sûr la chirurgie. Il n'y a pas beaucoup d'indications au ballon dans ce genre d'indications. Et, et puis les indications, ils dépendent énormément de l'anneau, de la racine de l'aorte, de la région sous-aortique, de l'infondibule, de la voie de chasse, c'est très important. Si vous avez une voie de chasse qui est normale et un anneau qui est normal, à ce moment-là, c'est le plus souvent une résection avec myectomie. Alors, les chirurgiens, ils aiment bien faire cette myectomie, même si elle est légère, pour éviter les récidives et pour agrandir cette voie de chasse et surtout pour éviter les récidives. Alors, ça peut être une intervention de Cono avec un élargissement sous-valvulaire sous l'anneau aortique et ça peut être une véritable myectomie extensive qui peut exposer parfois à des blocs auriculoventriculaires. Quand maintenant on a un anneau qui est dysplasique et bien sûr une valve aortique qui est malade, à ce moment-là, ça peut être un Cono, donc on va juste élargir l'anneau et puis, bien sûr, que parfois, on peut être amené à remplacer la valve et mettre, bien sûr, la valve pulmonaire en position aortique et mettre une homogreffe sur la valve pulmonaire. Alors, l'évolution, donc, c'est les sténoses sous-aortiques peuvent récidiver et le risque est moindre si on associe une myectomie. C'est ça le deal, mais parfois, on tombe dans le BAV, mais quand on fait attention, on évite le BAV. Voilà, je vous remercie. C'était le cas clinique, c'était le cours sur les rétrécissements aortiques congénitaux. Je ne sais pas, professeur Habidullah, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Bon, je te remercie d'abord pour cette très intéressante présentation d'un sujet qui est très intéressant en cardiopathie congénitale. Alors, je n'ai pas encore beaucoup de questions, c'est juste une seule question pour le moment, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui demande concernant la classification de Siver, pourquoi on n'utilise pas une autre classification qui est de Michelena pour les bicuspides. Alors, la classification de Sivers, elle est
Elle est pratique, elle est simple. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle classification qui est apparue. Je crois qu'elle a été établie par la Mayo Clinic concernant les feuillets, ce qui sont unifoliés, bifoliés, trifoliés, etc. Des choses comme ça. Mais pour ne pas trop vous encombrer, j'ai préféré euh, vous montrer cette classification de Sievers qui est simple et qu'on utilise tous les jours et je pense que qui est intéressante. Bon, moi, merci Saïd. Alors, voilà, moi, c'est très intéressant ce cas. Je vais commencer par la dernière partie du sujet, qui est les rétrécissements aortiques sous-valvulaires. Et effectivement, c'est un sujet qui paraît très facile, mais en fait, c'est compliqué lorsqu'on arrive à la prise en charge thérapeutique. Et ma question, parce que là, vous avez cité à un certain moment que parfois, lorsqu'on opère des CIV, on découvre après des rétrécissements aortiques sous-valvulaires. Quel est ton avis là-dessus? Et puis, je vais répliquer. Alors, c'est essentiellement les CAV, hein. Les CAV, lorsqu'on les utilise, on peut avoir des sténoses sous-valvulaires. Et je pense que je vais. Enfin, on a eu pas mal de cas dans ce sens. Et c'est des cas où on opère les patients dans le cas d'un CAV partiel ou dans le cas d'un CAV total. Et lorsqu'ils ont une voie de chasse qui est longue, on peut avoir en post-opératoire un résultat qui est excellent sans sténose sous-valvulaire. Et puis au fil des années, quand on suit ces patients-là, on va voir s'installer une sténose sous-valvulaire. Alors de la même manière, on a vu des membranes apparaître après chirurgie de CAV comme ça, de CIV un peu moins. Mais de CAV, on a vu apparaître des cas de membranes comme ça qui peuvent évoluer pour leur propre compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très très attention en préopératoire, quand on a une sténose valvulaire, quand on veut opérer le patient pour quelque chose, une CIV ou autre, il faut faire très attention parce que parfois il y a vraiment des ébauches de membranes. Et quand même avec une membrane qui n'est pas sténosante, il faut aller la réséquer en préopératoire. Alors, je vais vous répondre, moi aussi, à la question donc, que j'avais posée. C'est que, effectivement, il y a pas mal de fois, lorsque j'opère des CIV, on découvre qu'il y a des sténoses sous-aortiques. Et je pense que ça, c'est compréhensible parce que, vu l'aliasine qui est en échographie, c'est très difficile parfois de voir ces membranes qui ne sont pas très manifestes dans la voie de chasse. Et peut-être en bidimensionnel, peut-être ça serait plus évidente, mais en Doppler, pour calculer les gradients et tout, ça paraît un petit peu difficile. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une question, c'est pas une question, c'est juste pour les jeunes chirurgiens, lorsqu'on opère des malades qui ont des CIV, ça je parle des CIV simples, et le plus souvent, nous les chirurgiens, on a peur de blesser les branches pour le BAV. Donc, on prend toujours superficiellement et donc on ne voit pas la partie de la voie de chasse qui est en dessous. Et souvent, on découvre qu'il y a toujours, pas toujours, mais parfois, des rétrécissements aortiques sous-valvulaires et des membranes qu'il faut enlever par la même occasion. Alors, ceci dit, donc ceci concernant les CIV, mais pour les CAV, ça c'est connu. C'est connu qu'il y a, dans la réparation des CAV, il y a les rétrécissements aortiques sous-valvulaires qu'il faut toujours rechercher en post-opératoire, mais souvent avec des techniques récentes, comme la technique australienne, où on ne fait pas de patch en sous-aortique, c'est-à-dire dans la fermeture de la CIV, et on rabat juste les feuillets valvulaires. Et lorsqu'on rabat les feuillets valvulaires et on laisse pas beaucoup d'étaffes valvulaires sur le côté AV gauche, c'est-à-dire valve mitrale, à ce moment-là, on a des rétrécissements aortiques sous-valvulaires qu'on pourra voir et il faut réparer après. Merci beaucoup, Si Mohsin, pour ces compléments de réponse. Et comme tu as dit, il faut faire très, très attention, surtout en préopératoire,
Et j'ajouterais que, par exemple, pour un cerveau opéré, il faut le surveiller même des années et des années. On a vu des sténoses aortiques sous-valvulaires apparaître 20 ans après une chirurgie de cerveau. Alors après, il y a quoi comme question, cher Ah, ami? voilà, je suis en train de voir. Euh, alors, quel est l'âge et le poids qui rentrent en jeu pour la décision chirurgicale? Euh, euh, enf- oui, Vas-y, vas-y, je te Ah, laisse. vas-y, toi. Ben, je crois que je dirais oui, hein, surtout quand il s'agit de sténose du nouveau-né, critique, oui, bien sûr, surtout le poids, il rentre en ligne de discussion dans le pronostic de ces patients-là. Quand on les opère avec un poids qui est inférieur à 3 kilos, à 2,5 kg, le pronostic il est moins bon, bien entendu, que si on les opère chez le grand enfant ou bien chez quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans. Bon, je pense que le poids, il est important, surtout dans les cas du nouveau-né. Oui. Oui, Vas-y. effectivement, la discussion se pose surtout chez le nouveau-né, mais en dehors du nouveau-né, il n'y a aucun problème à ce plan chirurgical. Et je pense même le nouveau-né, c'est surtout le prématuré qui pose problème beaucoup plus qu'au... Et là, je veux juste faire un petit commentaire concernant la valvuloplastie percutanée. Oui. Bon, un ami cathétériseur, que vous connaissez très bien, Abou Yassine, donc il déteste la valvuloplastie percutanée parce que le problème qui se pose après, c'est parce que parfois, lorsque on dilate, on peut déchirer l'anneau et donc c'est catastrophique pour le petit, ça peut terminer catastrophique. Lui, et d'ailleurs pas mal de cathétériseurs, il propose une simple valvulotomie, surtout dans les cas où c'est simple à faire, je ne parle pas des cas complexes, c'est plus rassurant Ouais. pour et le patient et la famille et tout. Alors, j'ai une autre question, c'est que lorsque le VG est borderline, c'est-à-dire il y a un hypo-VG, quelle est la stratégie? Euh, la- C'est-à-dire que il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est devant une sténose aortique critique du nouveau-né, il faut analyser correctement ce ventricule gauche, la valve aortique, l'anneau aortique, la valve mitrale, c'est très important. Et il y a des éléments qui peuvent rentrer en ligne de discussion pour dire est-ce que cet enfant, il peut favoriser d'une correction unie ou biventriculaire. Quand on a d'autres lésions du corps gauche, l'association à d'autres lésions, quand on a de la fibroélastose, quand on a de la dysfonction sévère du ventricule gauche, la longueur du ventricule gauche, lorsqu'elle est petite, à ce moment-là, il faut faire très attention. Il se peut que ce soit un syndrome d'hypoplasie du cœur gauche borderline. La non-utilisation des prostaglandines est un élément pronostic. Les valves qui sont dysplasiques, l'anneau qui est inférieur à 6 mm, ça peut être un élément freinateur. Et la jeune, encore une fois, on revient à l'âge et au poids qui est faible de ces patients-là. Ça peut être des éléments pronostiques chez ces patients-là. Mais c'est surtout l'analyse du ventricule gauche, de l'anneau aortique et de l'anneau mitral qui sont très importants pour essayer de faire la différence. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Voilà, moi je reviens sur les rétrécissements aortiques supravalvulaires et surtout dans la texture anatomique et histopathologique de l'aorte en sus coronaire. Donc, j'ai eu l'expérience d'opérer environ 15 cas de sténose supravalvulaire. Et à mon étonnement, c'est que l'aorte, elle est très, très épaisse, très épaisse, très épaisse. Et il n'y a pas que le diaphragme qui est là, mais c'est toute l'aorte sur quelques centimètres qui est malade. Et donc, enlever juste cet anneau et régler le problème, ça ne réglera jamais le problème de ce rétrécissement. Il faut absolument faire, comme vous l'avez dit, l'intervention de Brom. Et donc, Alors, est-ce que l'intervention tu de peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste cette intervention de Brown? Alors, l'intervention de Brandt consiste d'abord juste pour savoir que le sinus de Valsalva, souvent, il n'y a pas de problème au niveau du sinus de Valsalva. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va partir au niveau des deux sinus de Valsalva, celui non coronaire où il y a la coronaire droite, et on va faire une ouverture longitudinale longeant jusqu'à l'aorte ascendante. Et donc, en traversant toute la sténose, et on va faire deux patchs.
de part et d'autre du sinus. Et donc, c'est ça l'intervention de Brown. Parfois, on fait juste un seul patch, mais souvent, c'est deux patchs. Et donc, on élargit toute l'aorte du sinus de Valsalva jusqu'à l'aorte ascendante. Le plus souvent, les résultats sont excellents. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de récidive ou, ou de resténose après. Le seul problème qui peut arriver, et vous l'avez cité, c'est que parfois, il y a les coronaires, ils sont épaissis à cause de cet épaississement. Alors, les ossia coronaires paraissent un petit peu comme si rétrécis. Et lorsqu'on fait ce patch chirurgicalement et on ouvre le sinus de Valsalva, parfois, ces sinus coronaires et donc ces ostia coronaires, pardon, donc ils vont se retrouver avec un système de pression au niveau du sinus qui est plus élevé et par conséquent, il se sténose plus et on peut avoir des dégâts en post-opératoire. Sur les 15 cas que j'avais fait, il y avait un malade chez qui j'ai suspecté qu'il avait fait ce problème-là. Et malheureusement, il est décédé. Mais il y a je le dis parce que c'est un problème qui peut arriver. Donc, c'est Bien pourquoi sûr, auquel il faut faire la attention. taille du patch il est très importante et il faut choisir son patch. C'est-à-dire que Absolument. ce n'est pas tous les patchs. Il faut éviter les patchs péricardiques parce qu'ils sont très mous. Il faut faire surtout des patchs en Gore-Tex. Très bien. Donc, d'autres questions, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une triple association valvulaire sous-valvulaire? Il faut savoir que le contexte des sténoses n'est pas le même, hein. Donc, la sténose valvulaire, on a vu un petit peu les mutations génétiques dans lesquelles elle peut être associée, avec lesquelles elle peut être associée. On a vu que la sténose sus-valvulaire, c'est une véritable maladie qui peut être familiale, qui peut être associée à des syndromes tels que Williams-Boren. Donc, on peut avoir des sténoses. Le plus souvent, les sténoses valvulaires et sous-valvulaires sont souvent associées, peuvent être associées. La sténose sus-valvulaire, un peu moins dans le cadre des associations. Alors, très brièvement, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne beaucoup de temps, Une dernière pourquoi? question. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y, Mohsen. Vas-y. Voilà, une dernière question. Pourquoi, dans les sténoses sous-valvulaires, on a souvent association d'une insuffisance aortique? Alors pourquoi dans la sténose sous-valvulaire, il y a beaucoup de fuites? Alors il y a les lésions de G, bien entendu, parce que la membrane elle est sous-valvulaire. On peut avoir des lésions du G, mais on peut avoir de lésions, de véritables lésions structurelles de la valve associées à cette membrane sous-valvulaire. Et, euh, euh, et c'est bien, merci de poser cette question. Ça nous permet de répondre, parce que souvent les gens ils se posent la question, à quel moment il faut opérer ces sténoses aortiques sous-valvulaires qui sont associées à des fuites? Alors on dit que dès qu'il y a une fuite qui apparaît, il faut opérer pour que la valve ne soit pas abîmée. Ça peut être vrai chez les enfants qui sont en bas âge, c'est tout à fait possible, surtout quand on fait deux, trois examens, on voit que cette fuite, elle est progressive. Bien sûr, il faut les opérer. Maintenant, la question qui se pose et qui se pose à nous assez régulièrement, c'est qu'on est devant une membrane sous-valvulaire et on est devant un enfant, par exemple, de 14 ans, 15 ans, il a une fuite aortique minime. Est-ce qu'il demande rien à personne, la sténose n'est pas serrée, est-ce qu'il va aller opérer cette membrane sous-valvulaire? Je pense qu'il faut prendre le temps de surveiller ces patients-là. Et si vous voyez que ça évolue, donc il est toujours temps d'opérer, bien entendu, avant que la fuite ne soit trop significative. Mais quand vous voyez que la fuite elle est stable, ça nous est arrivé de surveiller ces patients-là. Une dernière question, Saïd. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que dans quelle est la place des vasodilatateurs type captopril dans la prise en charge des sténoses aortiques? Captopril. Ouh, je pense qu'il y a pratiquement aucune indication, sauf quand le patient il est en insuffisance cardiaque. Encore une fois, il faut faire très très attention avec l'obstacle très sévère. Non, ce sont des patients qu'il faut opérer, hein. Ce sont des patients qui sont opérés. Encore, je dirais même plus, il faut les opérer avant qu'ils arrivent au stade d'insuffisance cardiaque. Sinon, en dehors de ça, je pense qu'il n'y a aucune indication à donner à des IEC. Il y a le docteur Tahar Khandouzi qui a posé la question dont j'ai répondu tout à l'heure, dans les sténoses supravalvulaires. Il faut faire attention au post-op parce qu'il y a un risque important d'ischémie myocardique puisque les coronaires sont perfusés à haute pression en pré-op. Effectivement, c'est le cas. Je réponds à ta place, si Saïd. D'accord. Effectivement,
c'est le cas parce que, comme j'ai dit, lorsqu'on fait les patchs d'élargissement, parfois les ossia coronaires sont rétrécis davantage et donc les patients peuvent faire des ischémies post-opératoires. Ok, ok. Alors, c'est Tahir Azdin. Je pense qu'on va arrêter parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais alors, c'est Tahir Azdin qu'on remercie d'être parmi nous. Il nous a proposé un rose pour un adulte ou un adolescent avec un anneau aortique acceptable me semble un peu risqué et ceux qui le proposent veulent envoyer leurs passants à l'étranger. On peut être partiellement d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez un grand enfant, un adolescent, un adulte, même un adulte aussi, il faut aussi discuter le rose. C'est très important. C'est une indication, c'est une intervention qui est séduisante. Et si le patient il est en rythme sinusal, vous allez lui épargner le syndrome à vie. Et voilà, comme j'ai dit, il y a cette alternative de valvuler l'homographe pulmonaire par voie percutanée, ce qui n'est pas tout à fait banal. Moi, je pense que c'est vrai que vous avez parfaitement raison, Saïd. Et un petit bonjour à Siazdine Tahiri. Effectivement, donc, il y a difficulté de faire les rosses ici au Maroc. Tout le monde sait pourquoi. Parce que les homogreffes ne sont pas sur le marché marocain. Et pour les avoir, on est en train de discuter avec le ministère de la Santé pour éventuellement possibilité de les soit avoir sur place ou bien les importer, soit de l'Iran ou de l'Inde, qui ont le plus de stock disponible pour les homogreffes. Donc, possibilité, il faut juste l'homogreffe. Voilà, voilà. Alors, on peut revenir par la suite si on a le temps, on peut revenir à toutes les questions. Je vous le promets si on a si on a si on a le temps. Mais je pense qu'on va passer au cas clinique. Si tu es d'accord, c'est Mohsen. Oui, rien, donc, on y va. On va juste partager l'écran. Voilà. Alors, alors voilà. Alors, le premier cas clinique, Ayoub. Pardon, je vais juste mettre mon diaporama. Alors, Ayoub, il a 13 ans et demi. Il est suivi en rhumato pour une arthrite des chevilles sous corticoïdes et une dyspnée d'effort stade 2, un souffle latéro-sternal gauche qui radie vers le cou, des peaux qui sont bien perçues et un rythme du sinus coronaire, une hypertrophie ventriculaire gauche, des antennes négatives en inférieur et en apicolatéral. Je n'ai pas enregistré Alors ça, c'est une image que vous avez vue tout à l'heure. Donc vous voyez très très bien qu'il y a une sténosus valvulaire manifeste. On voit très bien qu'il y a aussi une petite dilatation en sus sténotique. Ça, c'est assez habituel dans les sténoses susvalvulaires. On revoit cette sténose encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les feuillets sont accolés. Vous voyez un petit peu, les feuillets sont accolés à cette jonction sinotubulaire. Et très souvent, la sténose susvalvulaire, elle commence au niveau de la jonction sinotubulaire ou juste à côté de la jonction sinotubulaire. Donc, faites Si vous, attention à si cette vous me avancée. permettez, c'est ça. Et juste pour vous dire, c'est que là, tu as montré une image et vous voyez très bien l'épaississement de la aorte supra-sténotique. Oui, Elle est vraiment absolument. très épaisse, la paroi. Ouais. Alors là, c'est juste pour vous montrer, au-delà de la sténose, et ça c'est assez habituel, on peut avoir une petite dilatation de l'aorte et des anomalies même structurelles de l'aorte qui fait 16 millimètres. Ici, voilà, ici, la sténose qui est distante de l'anneau de 11 millimètres, ça on l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, la même image. Ici, alors ici, je suis monté en co-petit axe pour voir un petit peu cette sténose. Je vois un petit peu le pertuis qui persiste. Et là, je ne suis pas au niveau de la valve aortique, je suis au-dessus de la valve aortique. Et vous voyez cette image, cette sténose susvalvulaire en petit axe. Alors, il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche, indiscutablement. Il y a de la surcharge barométrique. Alors, parfois, il peut y avoir des associations
avec des sténoses pulmonaires. Et comme c'est le cas ici, c'est une sténose qui n'est pas serrée. Et ça se peut se voir dans les Williams-Börrem, c'est tout à fait possible. Voilà, une sténose pulmonaire qui est peu serrée avec un gradient max qui a 28 mm de mercure, de l'hypertrophie ventriculaire gauche avec une excellente fonction systolique, encore une fois. Il n'y a pas de sténose sous-valvulaire. Je vous montre un petit peu les images comme je les, comme je les vis dans ma pratique de tous les jours. Et vous voyez ici qu'il y a un gradient de pression qui est extrêmement élevé, avec un gradient moyen à 60, un gradient max à 100. Je me mets en suprasternal, je me mets ici en suprasternal. Je dégage l'aorte ici, l'arc aortique ici, et j'essaie d'avoir cette fois-ci un flux aortique susvalvulaire par voie suprasternale. Et là, vous voyez, on retrouve un petit peu les 100 et les 60 mm de mercure en moyenne. Euh, on a une sténose pulmonaire moyennement serrée, une pression systolique du VD. Je suis sur l'IT. Vous avez une pression systolique du VD et pas une pression pulmonaire. Faites attention parce qu'ici, il y a une sténose pulmonaire. Ce n'est pas des pressions pulmonaires, c'est une pression systolique du VD. On a 45 plus 5, ça fait 50 mm dans le VD. C'est infrasystémique. Alors, en résumé, c'est une sténose aortique susvalvulaire à type d'un diaphragme à 11 mm des valves aortiques, des valves aortiques. Elle est serrée. Il n'y a pas de bicuspidie, il n'y a pas de sténose aortique valvulaire ni sous-valvulaire ni coarctation de l'aorte. Le VG n'est pas dilaté, il est hypertrophié, il est de bonne fonction. La valve pulmonaire est épaissie en dôme, il y a une sténose qui n'est pas serrée, une PSVD qui a 50 mm de mercure et des artères pulmonaires qui sont de bon calibre. Je vous fais à chaque fois un résumé après le cas clinique pour vous montrer un petit peu quels sont les éléments principaux qu'il faut obligatoirement mettre dans votre compte rendu. C'est très important. Il faut absolument penser au chirurgien, il faut penser à quelqu'un qui va lire votre compte rendu, il faut absolument qu'il comprenne tout dans votre conclusion. C'est important. Il y a, Pardon, vas-y, Mohsin. oui, oui, d'après les données que vous avez mentionnées, donc c'est sur là où vous faites directement, donc il faut absolument opérer ce cas-là, donc c'est indiscutable. Il y a juste une chose, c'est que vous l'avez déjà cité dans le cours, c'est qu'il faut absolument donner les mensurations de la valve, de la noix aortique, du sinus de Valsalva ou de l'aorte ascendante. Ça, c'est très important pour le chirurgien parce que lui, il se projette, il va savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va juste enlever le diaphragme ou bien faire une plastie ou bien autre chose? Donc, Absolument. Alors, il a été opéré en juin dernier, une intervention de Brom. C'est une plastie d'élargissement de chacun des sinus de Valsalva, plastie d'élargissement de l'aorte aussi, ascendante. Et en post-opératoire, il nous a fait une sténose, donc c'est un post-op immédiat qui est un peu bizarre. Donc, il avait une sténose serrée en médio-ventriculaire gauche, et pourtant il n'était pas déshydraté, il n'était pas en hypovolémie, et qui a régressé, cette sténose a régressé. Donc, il est il faut laisser le temps parfois. On l'a mis sous bêta-bloquant, ça a régressé. Il avait aussi une sténose résiduelle en sus valvulaire, avec un gradient à 70. Et on a discuté longuement avec le réanimateur et avec bien sûr le chirurgien. Et on s'est dit, on a fait un scanner et on a trouvé qu'il n'y a pas vraiment d'obstruction anatomique évidente. Et on s'est dit, on va se donner un petit peu de temps, surtout que le patient a été stable. Et puis par la suite, ce gradient max en suprasternal, en sus-aortique, il a baissé de 70 à 32 et le patient, il va très bien même. juste une Yes, question bien sûr, pour ce post-op immédiat qui était un petit peu particulier. Est-ce oui. que le patient était sous sous adrénaline en post-op? Je me rappelle S'il pas beaucoup, était, tout mais ce tableau s'explique. pardon. S'il était sous adré en post-op immédiat, donc tout ce tableau s'explique. Parce qu'avec l'HVG, donc l'adré peut donner Parce que même
professeur Abdullah, même à la sortie du patient, c'est-à-dire vers J7, J8 de post-op, Ah, j'ai senti. bien entendu, il était plus sous Azray, bien Ah, entendu. donc, Je ne me rappelle pas s'il est sorti sous Azray. moi, je croyais que vous parliez de Et même à la sortie, il a gardé ça, donc j'étais obligé de le mettre sous bêta-bloquant. Il est sorti sous bêta-bloquant. Ce n'est que par la suite, après un mois de la chirurgie, je l'ai revu et le gradient, bien sûr, il a baissé. Alors voilà le gradient post-op, donc on est tout à fait content. Ça, c'est à un mois de l'opération, 32 millimètres de mercure en sus valvulaire. Ça, c'est sur la valve pulmonaire. Donc on a toujours ce gradient à 27-28 millimètres au niveau pulmonaire, ça n'a pas bougé. Voilà. Est-ce que tu as des questions concernant ce cas clinique, Si Mohsin? une seconde. J'ai pas... je n'ai pas de questions. Non, aucune question concernant ce cas clinique. Et je crois que c'était assez clair l'indication. Toi, tu es Par d'accord avec cette Ah, attitude? par contre, je suis d'accord avec l'attitude chirurgicale concernant la sténose aortique. Par contre, je n'étais pas d'accord concernant parce qu'il a fallu faire quand même une petite bougie ou quelque chose pour la sténose valvulaire pulmonaire, d'autant plus que les PSVD il était à 50 millimètres mercure. Je pensais qu'il a fallu quand même dilater un petit peu la valve pulmonaire. Oui, ça se discute, mais nous, dans notre pratique de tous les jours, c'est-à-dire quand on a des sténoses pulmonaires qui sont peu serrées, il est exceptionnel qu'ils évoluent vers l'aggravation. La PSVD qui va étonner un petit peu à 50 millimètres, donc c'est un petit peu juste ça. Donc, Oui, oui. Mais ça reste tolérable, mais comme tu dis, il faut surveiller ce patient, ça c'est clair. voilà. De toute manière, ces patients-là, il faut les surveiller de près, c'est clair. Très bien. Alors, Je n'ai pas de questions, je alors vois. c'est Tahar Kandoussi nous dit les sténoses pulmonaires régressent dans le Williams-Baren, mais les sténoses aortiques progressent. Oui. Alors, on a vu des sténoses pulmonaires, bien sûr, régresser, ça c'est clair. Mais de toutes les manières, ce sont des patients qu'il va falloir surveiller, c'est clair. Bien, si vous le voulez bien, donc On passe à la deuxième. Il n'y a il pas de questions. n'y a pas de question, donc on va avancer. Alors, Yahya, il a 11 jours, il vient de naître, il est gêné avec une tirage sous-costale, il est en insuffisance cardiaque, ce bébé, et on m'appelle, je le vois, donc il a une dysfonction sévère du ventricule gauche, du ventricule droit, il a une sténose critique au niveau de sa valve aortique. Quoi d'autre? Bon, on voit très très bien la lyésine qui commence véritablement au niveau de cette valve aortique. Voilà, une dysfonction aussi sévère du ventricule droit, les deux. Vous voyez le septum interauriculaire qui bombe du côté droit. On a un gradient qui est faible sur la valve aortique. Il est à peine à 26, mais bien sûr sous réserve de cette dysfonction sévère du ventricule gauche. Ce ventricule gauche qui est incapable de propulser et de générer un débit correct, hein. Euh, voilà, donc on se met sur la tricuspide. Il y a des pressions pulmonaires qui sont énormes. Pour un bébé à la naissance, il est à 90 millimètres de mercure, bien sûr, une pression qui est suprasystémique. Et ici, un canal qui est à peine visible, vraiment à peine visible, qui demande qu'à être fermé. Et bien sûr, ça va être la catastrophe pour ce bébé. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'agir, de mettre de la prostine et de traiter correctement ce patient. Donc, en résumé, sténose aortique valvulaire critique du nouveau-né, un gradient à 26, mais qu'il est sous-estimé très probablement, une unicuspidie, vous pouvez me croire, quoique l'unicuspidie, j'avoue que c'est un diagnostic qui n'est pas simple. Il faut vraiment avoir la bonne sonde, il faut avoir la bonne qualité d'image pour mesurer, pour diagnostiquer une unicuspidie. Il y a une dysfonction sévère biventriculaire, il y a un canal artérien, une très forte HTAP. Alors on l'a mis sous prostine, on l'a opéré, commissurotomie aortique. Je pense que c'est toi qui l'as opéré à Mohsin, parce que c'est un ancien patient, c'est un très ancien patient à moi.
D'ailleurs, je le montre à chaque fois. Et il a eu une évolution spectaculaire juste après la chirurgie. Il y a plus d'insuffisance cardiaque, une récupération ad intégram de la fonction ventriculaire gauche, plus d'hypertrophie, d'hypertension artérielle pulmonaire, un gradient sur la valve aortique qui est à 25 avec une fonction normale, une insuffisance au prix d'une insuffisance aortique qui est minime. Et je pense que ça c'est bien sûr le mérite, notre mérite bien sûr, c'est de diagnostiquer ces enfants-là très très tôt et très précocement. C'est aussi le travail des intensivistes. Et c'est aussi le travail des pédiatres. Il y a des pédiatres qui sont avec nous dans l'audience maintenant. Et je vous demande d'examiner correctement les pouls des patients, d'examiner correctement avec votre stéthoscope, de rechercher le moindre petit souffle, le moindre pouls qui est faible. C'est très très important à la naissance. Ce n'est que comme ça qu'on peut diagnostiquer des sténoses critiques comme ça, des syndromes d'hypoplasie du cœur gauche, etc. Il y a, j'aimerais juste rajouter une chose. Là, ce patient-là, il a survécu, non pas parce que c'est la chirurgie, mais effectivement parce que c'est le travail des intensivistes qui était là avant l'acte chirurgical. Et la mise de prostine avant l'acte chirurgical ou bien la valvuloplastie, c'est quelque chose de capital parce que il faut d'abord il faut que le VD et le VG, surtout le VD, il doit être un petit peu en moins d'HTAP parce qu'avec le canal interne, lorsqu'on va l'ouvrir, l'HTAP va diminuer et donc la perfusion du reste de l'organisme va être meilleure et par conséquent, l'acidose va baisser et donc à ce moment-là, tu peux soit faire la valvuloplastie ou opérer le malade dans de meilleures conditions. Et ça, c'est vraiment le travail, comme vous l'avez dit, et vous l'avez cité, des intensivistes en préhospital. Merci beaucoup. Alors, il y a docteur Yamin, ماشي Yamin Laman, c'est Yamin Leila. Ça s'approche un petit peu hein, de Yamin Laman. Je ne pense pas qu'il soit avec nous dans l'audience, hein. Je crois qu'il n'a pas de match aujourd'hui, mais bon. Alors, que devient la valve aortique et les fiantes après l'intervention? C'est une très très bonne question. Il faut savoir que il y a 10-20% des patients en post-opératoire qui peuvent faire de l'insuffisance aortique sévère, de l'insuffisance aortique significative. Bien entendu, il faut être capable d'opérer ces patients-là. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire? C'est ça la grande question. Mais il faut savoir que c'est tout à fait possible. C'est un peu plus dans le cadre des dilatations percutanées. Mais encore une fois, j'insiste, quand la dilatation percutanée, quand le patient est bien sélectionné, quand l'anatomie est bien étudiée et quand l'équipe est bien rodée, on peut faire, et ça nous est arrivé de le faire. Je ne sais pas si Assad Chara, il est avec nous, mais on a fait quelques cas de sténose aortique critique qui ont bien marché, qui ont survécu. Alors, ils se sont, c'est que de la palliation, ça, il faut le dire aussi dans ce cours. Et c'est de la palliation. Quand on dilate une sténose aortique ou bien quand on fait une valvulotomie chirurgicale, c'est que de la palliation. Ce sont des patients qui ont un haut potentiel de récidiver leur sténose et d'être repris soit chirurgicalement, soit par des redilatations. Ça peut être aussi le cas de redilater le temps que le patient grandisse et d'atteindre un âge optimal. Euh, J'ai juste quelque chose de rajouter, surtout dans les insuffisances aortiques post-op ou bien post-dilatation sévère. Bon, il y a juste dans notre contexte à nous, normalement, il faut faire un ROS immédiatement. Mais dans notre contexte, si on n'a pas le mot, puisqu'on n'a pas le mot greffe, on propose qu'on fasse ce qu'on appelle dans tous les cas, un ROS, mais un ROS, je dirais, entre guillemets, modifié. On utilise à la place de l'homogreffe, on utilise un tube Contegra, c'est un tube VDAP qui est de la vache. Et donc, on fait ça à la place. Donc, il y a des petits tubes qui peuvent être faits chez le nouveau-né. Et on fait l'autogreffe. Donc, on prend la valve pulmonaire et on la met sur la valve aortique. Donc, ça, c'est l'alternative en urgence chez ces enfants-là lorsqu'on a une insuffisance aortique sévère. Merci beaucoup, c'est Mohsin. Alors, prostine que pour les racks valvulaires sévères? Oui, bien entendu, que pour les sténoses aortiques critiques du nouveau-né, avec de l'acidose métabolique, avec de l'insuffisance cardiaque, des malades qui ne sont pas du tout, qui sont en mauvais état, bien sûr, et bien sûr en préparation de quelque chose, c'est-à-dire qu'on va être amené de les opérer ou bien de les dilater. Ça, c'est clair. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va avancer, si tu veux, avec
ce cas, un enfant, chez Mohamed, il est âgé de 14 mois, il a un souffle systolique et il a de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, ça, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a une suspicion de bicuspidie, il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche, une bonne fonction systolique. Chaque coupe, chaque incidence doit vous donner des renseignements que vous allez mettre dans votre report. C'est très, très important, hein. Alors, on essaie de voir cette valve. Vous voyez les coronaires qui sont dilatés, on les voit trop bien, d'accord? La coronaire gauche à ce niveau-là et la coronaire droite, qu'on la voit partir à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il y a une bicuspidie, je pense, de type 0, une véritable bicuspidie latéro-latérale. D'accord? Elle est bifoliée, c'est une valve bifoliée. Et vous avez une aorte ascendante qui est dilatée, qu'il faudra indexer en Z-score. Et vous voyez ici l'aliasing qui commence au niveau de la valve, bien entendu. C'est une sténose qui est valvulaire avec un gradient assez serré, 54 de gradient moyen, de l'hypertrophie ventriculaire gauche, une bicuspidie du type 0, un anneau à 13, une sténose aortique qui est très serrée, pas de fuite aortique, une hypertrophie ventriculaire gauche, pas de rétrécissement mitral ni coarctation de la aorte, et une aorte ascendante qui est légèrement dilatée à 19. Alors cet enfant, on l'a discuté en staff et on l'a dilaté. C'est docteur Zakaria Jalal qui l'a dilaté et avec un excellent résultat euh, post-opératoire. Donc ça, c'est la manœuvre de dilatation. Donc on voit très très bien l'encoche qui disparaît. Et voilà, en post-dilatation, je l'ai revu un mois après, un gradient max qui retombe à 41. Il n'y a pas de fuite aortique et il y a de l'hypertrophie ventriculaire gauche, bien sûr, un VG qui est de bonne fonction. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas précis? Quand est-ce qu'il faut dilater? Bon, ça, c'est un enfant, c'est pas un nouveau-né, c'est un enfant. Moi, je pense qu'il faut bien analyser la valve. Il faut encore une fois être expert. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite significative, ça c'est clair. Et il faut avoir la possibilité, bien entendu, de switcher sur une chirurgie standard. Qu'est-ce que tu en penses, c'est professeur Abdullah? C'est excellemment fait. Donc, le ballon, il était juste ça, très, très bien calibré. Et donc, c'est surtout le calibre de ballon qui est très important dans ces cas-là. Parce que chez le nouveau-né, le plus souvent, le calibrage, il est un peu particulier. Et c'est pourquoi il y a des problèmes. Mais là, un nourrisson de 14 mois, ça, c'est excellent. Excellent. Super. Alors, une question de compréhension. J'ai compris qu'il faut maintenir le canal artériel ouvert dans le cas de ce cas clinique pour pallier l'acidose métabolique, mais sur l'écho, on voit le shunt dans le canal artériel qui va dans le sens gauche-droit. Donc, vous voyez déjà que le shunt, il était intermittent, hein. Donc, c'est un shunt qui est de très, très faible vitesse et qui témoigne de pression qui est extrêmement élevée dans cette artère pulmonaire. Du coup, j'aimerais, si possible, que le professeur explique physiopathologiquement comment le maintien du canal artériel, ben, c'est-à-dire que quand on ouvre le canal artériel, bon, déjà, parce que si on n'ouvre pas le canal qui se ferme, on n'aura pas de débit systémique. On n'a pas de débit C'est systémique. évident, c'est évident, surtout lorsqu'on a, il n'y a pas de shunt, il n'y a pas de civet, il n'y a rien. Donc le problème se pose. Donc à ce moment-là, donc il y a le VD qui est là. Donc il faut qu'il soit soulagé par un canal artériel, sinon la thérapie elle est très importante. Premièrement, deuxièmement, il faut que l'aorte descendante et la crosse de l'aorte soient perfusées. Et donc, si on a un canal artériel qui est là, donc il faut le laisser entrouvert par la prostine. Chez le nouveau-né, bien sûr, il faut le laisser entrouvert pour qu'il perfuse le reste de l'organisme, puisque la sténose elle est critique, la sténose valvulaire aortique est critique. Alors, il faut juste qu'on se mette d'accord, et j'insiste, j'ai déjà dit ça et je le redis, c'est une solution, c'est juste en attente Ah de oui, bien sûr, faire ça quelque c'est chose, c'est clair. en attente. Bien Non, sûr. c'est juste en attente parce que la prostine, elle perd son effet après quelques jours. Donc, c'est-à-dire, le canal, il est entrouvert
immédiatement, maximum, je pense. Je n'ai pas la date exacte dans ma tête, mais en principe, la prostine, après une semaine, elle n'est plus efficace. Son efficacité commence à baisser, puisque les récepteurs deviennent de plus en plus saturés. Et donc, le canal commence à se refermer. Donc, il faut agir dans l'immédiat. Normalement, vous faites la prostine, on dépasse un moment qui est là d'instabilité et d'urgence. Le malade n'est plus en acidose. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir, faire soit la chirurgie ou bien la dilatation. Alors, est-ce qu'on peut faire de la dilatation pour une valve bicuspide? Donc, je vous ai montré un petit peu la preuve, et bien sûr, on peut le faire. Il faut juste analyser correctement les cas, voir toute la région sous-valvulaire, valvulaire, la racine de l'aorte et l'aorte, analyser la valve correctement, l'existence de rafet ou pas, les calcifications des commissures, tout ça, c'est très, très important. La fuite et la quantifier correctement. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, il faut que ce soit fait par des équipes qui sont rodées, non pas seulement de cathétériseurs, mais aussi de réanimateurs, parce qu'on ouvre un ballon sur une voie systémique, on va arrêter le débit cardiaque pendant quelques secondes. Donc, il faut être préparé à tout, ça c'est clair, et puis il faut avoir l'habitude de faire ça. Il y a une question donc, qui dit la prostine, même pour les enfants de 7 ans, je ne pense pas. Non, La non. prostine, c'est uniquement pour les nouveau-nés. Au-delà de 20 jours, je pense maximum, à moins, il n'est plus efficace. Bien, si tu es d'accord, on va avancer. Alors, Ayoub, Ayoub, il a 13 ans et demi. Celui-là, je l'ai présenté, je crois que c'est une observation qui se répète. Non, celui-là, je l'ai présenté. C'est juste, je l'ai gardé en copier-coller. Pardon. Alors, Soufiane, c'est un enfant qui m'a été dressé par un collègue de Lyon et il a 17 ans, dyspnée d'effort, stade 2, encore d'effort. Hein. C'est quelqu'un qui faisait de l'engorge d'effort assez typique et c'est un type bien baraqué. Hein. Il est un peu fort. Et il a de l'hypertrophie ventriculaire gauche manifeste, des anténégatifs en apicolatéral. Et, euh, et voilà un petit peu son. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, il y a une véritable un diaphragme ici en sous-valvulaire, à 14 millimètres des valves aortiques. C'est une photo. Voilà, la liaison qui commence très bien en sous-valvulaire. On le voit très bien. Vous voyez ce bout de steak, cette hypertrophie ventriculaire gauche qui est très importante, avec donc une bonne fonction systolique du ventricule gauche, toujours. Et ici, vous voyez cette hypertrophie, je dirais d'un cordage qui est très très épais. Il y a une bandelette musculaire qui provient du pilier qui va s'insérer au niveau de cette voie jasse gauche, au niveau du fait antérieur, du versant ventriculaire du fait antérieur de la valve mitrale. Et voilà, encore une fois, on retrouve cette sténose qui est très serrée. C'est un bout de muscle, c'est pas vraiment une membrane. Et là, encore une fois, je vous montre, je suis dessous de la valve. Hein. Je ne suis pas sur la valve. Et vous voyez qu'il y a cette partie, toute cette partie correspond à un véritable diaphragme fibromusculaire qui est en dessous de la valve et qui va obstruer la voie de chasse gauche. Encore une fois, donc c'est cette sténose sous-valvulaire qu'on peut voir en sous-costal. Hein. Et puis, on regarde la valve par la même occasion. Vous voyez que cette valve, elle est tricuspide, trifoliée. Et il y a une fuite aortique qui est minime. Voilà, je reprends en 5 cavités cette sténose qui est très serrée. Et vous voyez que c'est un bout de muscle, hein, c'est très épais pour que ça soit juste une membrane. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord. Et tu pourras nous dire un petit mot, quand tu Oui. ouvres et que tu tombes sur ces sténoses sous-valvulaires, quels Ah, c'est- sont les différents types que tu vois en péropératoire? Donc là, le gradient moyen, il est à 62. Voilà, donc c'est pas la peine de s'attarder sur le résumé. Donc, il a été opéré en avril dernier. On a fait une résection de membrane sous-aortique, myectomie sous-aortique, amincissement des sigmoïdes. Il a fait aussi un petit amincissement des sigmoïdes avec une bonne évolution en post-opératoire. Et là, vous voyez
l'échographie en post-opératoire, vous voyez qu'il y a encore une petite membrane, mais qui n'est pas sténosante, ça n'a rien à voir avec le pré-op. Voilà, il y a une petite fuite aortique féminine qui n'est pas très importante. Voilà. On ne voit plus cette bande musculaire qui vient s'insérer sur la valve mitrale, hein. Donc, fuite aortique minime, pas de sténose résiduelle. Vous voyez là, le gradient, tout à l'heure, on avait un gradient qui est extrêmement élevé, je crois qu'il était à 85 ou quelque chose comme ça de max. Et là, vous voyez un max qui est à 11 mm de mercure. Voilà, donc c'est un bon résultat. Post-opératoire. Alors, raconte-nous, professeur Abidallah, quand tu ouvres Alors, et tu trouves des sténoses sous-valvulaires, qu'est-ce que tu vois le plus il y a souvent? plusieurs types de sténose valvulaire que vous avez cités très très bien dans l'exposé. Il y a les membranes. Alors, les membranes, donc c'est juste comme une virole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre et puis on va à la membrane et on fait ce qu'on appelle, nous, en chirurgie, énucléation de toute la membrane. Il faut savoir pour les chirurgiens ça, c'est que la membrane, elle part aussi au niveau de la grande valve mitrale. Il faut absolument y aller. Il faut enlever cette partie-là qui est au niveau de la valve mitrale. C'est absolument important. Et il n'y a pas de risque de blesser le fait antérieur, non? Mais il faut faire attention, c'est-à-dire Ça se passe le plus souvent bien. ça se passe le plus souvent bien. La deuxième chose qui est très importante dans mon expérience personnelle, au début, donc, je ne faisais pas de myectomie systématique. Après, il y avait eu des récidives. Mais après une expérience de dizaines de cas, j'ai vu donc qu'il y a toujours et qu'il y a des récidives. À ce moment-là, donc je commençais à faire des myectomies systématiques. Et à ce moment-là, il n'y a plus de récidive, presque zéro récidive. Alors, les myectomies, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on a peur de faire des BAV à cause de la myectomie. Mais la myectomie, lorsqu'on va la faire entre les deux sinus coronaires, les branches et les bundles des BAV, ils ne passent pas par là. Donc, il n'y a aucun risque. On peut ici, chez ce patient-là, j'ai vu en post-op qu'il y a toujours des muscles, on peut toujours y aller et l'enlever sans aucun problème et sans aucun risque. Parce que lorsqu'on le fait à ce niveau-là, et comme vous l'avez dit, c'est des vrais steaks qu'on enlève. C'est avec la lame, on va jusqu'au bout presque du VG, et donc on enlève toute la partie. Donc, post-op, rien. Et même récidive, il y a des cas que j'ai suivis, donc 20 ans après, il n'y a pas de récidive. Sans aucun problème. Merci beaucoup, professeur Abidallah. Alors, il y a une collègue qui dit, est-ce que c'est pas une CMH, d'autant plus que l'association est directe, surtout en présence d'anomalies de la valve mitrale. Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, la collègue qui me l'a envoyé, je ne sais pas si elle est avec nous dans l'audience, elle me l'a envoyé pour CMH. Et en fait, c'était une sténose sous-valvulaire, et bien sûr. Je lui ai envoyé les boucles et tout ça. On a discuté et tout ça. Mais je ne pense pas que c'est une CMH. La CMH qui est obstructive, c'est souvent un SAM. Ce n'est pas le cas ici. Et on n'a pas de sténose qui est hyper serrée comme ça. Alors, est-ce que le muscle de Mouléard, c'est la même chose? Est-ce que le muscle de Mouléard, est-ce que tu connais ce muscle de Ah, Mouléard? je ne connais pas. J'avoue Est-ce que que vous pouvez expliquer plus, Madame Leila Yamin? ouais. Moi, Sauf qu'on n'a pas beaucoup le temps, hein. Il nous reste 8 minutes pour faire peut-être un cas. Alors, différence d'aspect entre membrane et diaphragme et pour la prise en charge. Si Mohsin, est-ce qu'il y a... Il y a- les aspects, comme le professeur Saïd Charabi l'a expliqué, il y a les membranes pures, il y a parfois les tunnels, il y a les hypertrophies musculaires en dessous. Donc, la prise en charge, bien sûr, il diffère. Lorsqu'on parle de tunnel, c'est un vrai, ce qu'on appelle une intervention de Conon. Il faut enlever le muscle, ouvrir carrément le muscle au niveau du septum interventriculaire et faire un patch, un gros patch. Pour le reste, on en a parlé, donc c'est juste des énucléations et des myectomies. Donc ça, c'est pour la réponse. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, professeur Abdullah. Alors, 17 ans, suivi depuis 2010, des pots qui sont perçus, tension artérielle correcte, syndrome, pardon. Il a un syndrome de Shawn avec une bicuspidie aortique, une membrane sous-aortique serrée, un RM qui est peu serré, gradient moyen 5,
un gradient max sur l'isthme de l'aorte qui est à 25, mais avec des peaux qui sont bien perçues, pas d'hypertension artérielle. Alors, il a été opéré en 2013, hein, donc je vous raconte un petit peu en 2013. Bon, j'ai pas les images de 2013, mais je vous raconte un petit peu l'historique. Il a été opéré de cette membrane en 2013 et le gradient, on a la chance d'avoir un compte rendu en post-opératoire. C'est moi qui l'avais vu. Il avait un gradient post-opératoire sur la voie aortique qui était à 33, ce qui est un bon résultat. Et puis il a disparu dans la nature. Il allait très très bien. Il est revenu en 2023 avec une dyspnée stade 2, pas très symptomatique, sous systolique et diastolique, des peaux toujours bien perçues. Pas de différence entre pression artérielle membre supérieur et membre inférieur et de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Voilà son écho. Une véritable membrane ici. Vous voyez que c'est différent de tout à l'heure. Une membrane sous-aortique. Et voilà, on voit très très bien. Elle est circulaire du côté du septum interventriculaire, mais aussi du côté du feuillet antérieur. La valve aortique, elle paraît libre et s'ouvre bien. Et voilà, c'est juste pour vous montrer un cas de récidive, voilà, une fuite qui n'est pas très très importante, mais qu'on voit assez bien quand même. Et voilà, cette fuite encore une fois. Voilà, le gradient max, il est à 78 mm de mercure sur la membrane sous-aortique. Ici, on trouve 73. Il faut multiplier les coupes et les incidences et les mesures. C'est très important, hein. Donc ici, on voit que la valve, elle est tricuspide. La valve aortique, elle est tricuspide. Voilà, elle est tricuspide. Et puis, je me mets sur l'aorte abdominale toujours et ce réflexe d'avoir un flux de l'aorte abdominale, ça vous permet de voir indirectement s'il y a ou pas une suspicion de coarctation de l'aorte. Et là, on voit des pressions pulmonaires qui sont normales, des pressions dans le VD qui sont normales. Et comme il n'y a pas de sténose pulmonaire, donc c'est des pressions pulmonaires normales. Et sur l'isthme de l'aorte, ici, on a un flux qui est accéléré, certes, à 37, mais il n'y a pas de ce gradient diastole qu'on voit dans les véritables coarctations. Si on rajoute à ça la présence de peau, l'absence d'hypertension artérielle, l'absence de différentiel entre le membre supérieur et le membre inférieur, je pense que la coarctation peut être éliminée. On peut même ne pas faire de scanner. Donc, en résumé, c'est une récidive de membrane sous-aortique avec un gradient max à 75. Une sténose sous-valvulaire, pardon, c'est une erreur de frappe. Une sténosus valvulaire associée, j'ai pas vu ça. L'insuffisance aortique qui était légère, le gradient sur l'isthme qui était à 37. Alors on peut revenir aux images si Ah, vous... vous avez dit le gradient sur l'isthme. À 37. Oui, Mais, donc, mais sans, mais sans, mais sans répercussion sur la pression artérielle au membre supérieur, inférieur. Non, il n'y a pas de coarctation chez lui, hein. Donc j'essaie de voir est-ce qu'il y a une sténosus valvulaire. Je pense que c'est juste une erreur de frag. Non, il n'y a pas de sténosus valvulaire, non. C'est une sténose c'est une récidive de membrane sous-valvulaire, pardon. Et voilà, donc on l'a réopéré en mai 2023 avec une résection de membrane. Le patient, il était stable avec un ECG normal, un gradient sur la voie aortique à 16. La fuite aortique, il est restée légère après une surveillance de 2 ans maintenant. Et le gradient sur l'isthme n'a pas bougé, hein, donc il est sous surveillance, ce patient, bien entendu. Alors, je pense, est-ce qu'il y a des questions concernant ce cas? moi, je pense Qu'est-ce qu'on pense d'abord de d'abord, l'aptitude, de la prise en charge? bon, euh, la prise en charge est correcte puisqu'il y a une rostennose avec un gradient à 75, donc il n'y a pas il y a indication chirurgicale à la reprise. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont fait en deuxième temps une myectomie ou non, mais il faut absolument la faire parce que là, lorsqu'on voit à 1 centimètre environ de la valve aortique, la sténose, il est là au niveau du septum interventriculaire. Il faut vraiment y aller pour enlever cette partie-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait, j'espère que non, pour ce jeune, une autre récidive ou non, j'espère que non. Euh, mais si jamais il y en a, il faut absolument faire la résection des muscles. alors, je vois qu'il n'y a plus de questions sur le chat.
En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. On est dans les temps. On est à 20, il est 20h28. Je vais remercier infiniment toute l'audience qui, comme d'habitude, est fidèle et nous suit. Et j'espère que ce qu'on vous présente est intéressant. De toutes les manières, pour ceux qui n'ont pas eu le temps et l'opportunité de nous suivre ce soir, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube AMP2C. D'accord? Vous avez toutes les présentations, sauf pour quelques présentations, pour je pense une ou deux, pour lesquelles on respecte l'avis de leurs orateurs qui n'ont pas voulu les mettre en live. Je te remercie infiniment, professeur Habibullah Mohsin, chirurgien cardiovasculaire à Casablanca, pour toutes les explications, toutes les remarques, pour toutes les précisions que tu as pu apporter à ce thème et qui étaient très précieuses. Encore une fois, un grand merci, cher ami. Je voudrais remercier notre ami Younes qui a veillé à la bonne réussite de ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours dans un mois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, cher ami. Allez, au revoir.